LC Midi, la suite avec notre édition spéciale Ukraine. Et cette question que nous nous posons, la Biélorussie va-t-elle entrer en guerre? Depuis ce week-end, Moscou a décidé officiellement d'armer le pays et d'en faire un allié actif. Poutine en personne a en effet annoncé que la Russie allait transférer des missiles balistiques. Et comme en écho de cette annonce, plusieurs missiles ont été tirés depuis l'espace aérien biélorusse et ont frappé le nord de l'Ukraine et notamment la région de Kiev. D'où cette réaction hier soir du président Zelensky que l'on écoute. Je veux m'adresser aux citoyens biélorusses, civils et militaires. Vous êtes entraînés dans la guerre encore plus activement qu'en février et au printemps. Le Kremlin a tout décidé pour vous. Vos vies ne signifient rien pour eux, mais vous n'êtes pas des esclaves ou de la chair à canon. Vous n'avez pas à mourir et à empêcher quiconque de décider ce qui vous attend ensuite. Je sais que le peuple biélorusse soutient l'Ukraine. Il nous soutient, sûrement nous, et pas la guerre. Pierre Laurin, à qui s'adresse ce message? Au peuple biélorusse? Vous pensez qu'ils le reçoivent, entre guillemets, Volodymyr Zelensky? Pour le recevoir, ils le reçoivent. Maintenant qu'ils l'entendent, ça c'est une autre histoire. La Biélorussie, traditionnellement, est beaucoup plus proche, bien entendu, de la Russie que n'a pu jamais être l'Ukraine. Donc, il est peu probable que le message de Volodymyr Zelensky soit entendu en Biélorussie. La Biélorussie, pour celles et ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous retracer, non pas l'histoire, on n'a pas le temps, mais ce lien, cette appartenance quasi directe à la Russie? Ce n'est pas une appartenance quasi directe et les relations n'ont pas été très très bonnes entre les présidents Loukachenko et Poutine pendant très longtemps. Là, actuellement, elles sont un peu meilleures. En revanche, les relations de peuple à peuple sont beaucoup plus fraternelles et en particulier de région à région. Les régions biélorusses collaborent économiquement avec les régions russes et réciproquement. En revanche, ce qui est très clair, c'est que la Biélorussie est un membre de l'alliance OTSC, l'Organisation du traité de sécurité collective, qui unit la Russie, la Biélorussie et d'autres pays de l'espace, de l'ancien espace soviétique. Ce qui fait que aujourd'hui, lorsqu'il y a un transfert d'armement, ce sont des missiles Iskander-M qui ont une portée de 500 km à peu près, ça entre dans le cadre des conventions qui sont signées dans le contexte de l'OTSC. Donc ce n'est pas réellement une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est le fait qu'il l'annonce juste ici, maintenant, au moment où se réunit le G7, où s'est réunie l'Union européenne et où va se réunir l'OTAN à Madrid. En effet, la Biélorussie est un allié de longue date de la Russie. Oui. On sait que des troupes biélorusses étaient même massées, prêtes à leurs frontières. Je vais vous donner la parole dans un instant, mais pour qu'on y comprenne un peu mieux, hein, qu'on voit un peu plus clairement ce qui se passe sur le terrain, Laura Pouget nous a rejoint, carte à l'appui. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question aujourd'hui? En effet, Laura, la Biélorussie qui serait sur le point d'entrer en guerre. Si vous me posez cette question, c'est parce que samedi, Vladimir Poutine recevait le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko pour fêter leurs 30 ans de relations diplomatiques. Et comme le veut la tradition lors d'un anniversaire, il n'est pas venu les mains vides, mais avec cette annonce, dans les prochains mois, la Russie va livrer à la Biélorussie des missiles capables de transporter des charges nucléaires. Alors, c'est une annonce qui s'est accompagnée de faits militaires, puisque samedi, au petit matin avant la rencontre, des missiles ont été tirés depuis la Biélorussie, et précisément la ville de Petriko, vous voyez ici sur ma carte, vers le nord de l'Ukraine, la région de Tchernihiv, et plus particulièrement sur un petit village d'Esna, que j'ai mis ici, 7500 habitants, à 70 km au nord de Kiev. Interprétation des services de renseignement ukrainiens, vous allez le lire. La frappe d'aujourd'hui est directement liée aux efforts du Kremlin pour attirer le Bélarus dans la guerre en Ukraine en tant que co-belligérant. Rappelons cependant que cette frappe, elle intervient dans un contexte diplomatique particulier, avec une rencontre du G7 suivie d'un sommet de l'OTAN à Madrid, et que Vladimir Poutine a pour habitude de marquer ces événements internationaux par des regains de tension sur les lignes de front. Donc, ça ne doit rien au hasard si Vladimir Poutine insiste sur cette relation, sur cette proximité. En fait, proximité, certains parlent plutôt de vassalisation de la Biélorussie. Alors ça, c'était la photo de l'OTAN. Voici Vladimir Poutine, Alexandre Loukachenko.
Alexandre Loukachenko, il a manqué d'être renversé en 2020 par une révolte populaire après une réélection truquée. Et à l'époque, il a pu compter sur le soutien indéfectible de Vladimir Poutine. Quant au plan économique, eh bien, sur le plan économique, la Biélorussie est dépendante de la Russie pour 55% de ses importations et pour 48% de ses exportations. Dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, la Biélorussie, on le voit, sert clairement de base arrière à Moscou. Exemple, les soldats russes peuvent circuler en Biélorussie comme dans n'importe quelle région de Russie, dans n'importe quelle région de leur propre pays. Mais le pays ne s'est pas non plus engagé officiellement. Alors pourquoi? Peut-être par peur de raviver les tensions intérieures qu'on a vues à l'œuvre en 2020 et qui seraient très opposées à cette intervention directe. Merci beaucoup Laura Pouget. Vincent Hugeux, est-ce que ça peut être un atout supplémentaire pour l'offensive russe, le fait de mettre des missiles sur le territoire biélorusse? En termes de théâtre, en termes de localisation, oui, c'est une sorte de plateforme supplémentaire, mais l'armée biélorusse, qui compte officiellement 80 000 hommes, entre 250 et 300 000 réservistes, n'est pas composée de foudres de guerre. L'intégration est quand même assez spectaculaire. Vous avez un traité sur l'union Russie-Bélarus, donc la Biélorussie en 1996. 10 ans plus tard, ils signent un accord pour concevoir ensemble un système anti-aérien lui aussi intégré. Et puis on vient de le voir à l'instant avec Laura, Loukachenko ne peut rien refuser à Poutine. C'est quand même quelqu'un qui, en 2020, après ces élections entachées de fraude grotesque, risible, débarque en treillis avec son fils d'un hélicoptère, un gilet pare-balles, Kalachnikov sur le torse, et menace les ouvriers d'une usine de tracteurs qui exige sa démission. C'est quelqu'un qui dit, eh bien, puisque c'est comme ça, moi vivant, il n'y aura plus d'élection. Au passage, il avait bricolé la Constitution en 2006 pour pouvoir briguer un 3e, 4e, 5e mandat. Donc, si vous voulez, la dépendance financière, j'ajoute ce dernier élément, fait que la Biélorussie ne tient aussi que parce que de temps à autre, dans les moments de pénurie aiguë de capitaux, eh bien, c'est Moscou qui ouvre des lignes de crédit. Donc, c'est une sorte de supplétif, c'est un vassal, c'est un féal. Avec une certitude générale visiblement, c'est que ce week-end, les missiles qui ont frappé le nord de l'Ukraine et notamment la banlieue de Kiev ont été tirés de, je cite les forces ukrainiennes, de l'espace aérien biélorusse. Oui, mais je crois savoir que ce n'est pas la première fois. Si vous vous souvenez des frappes qui avaient eu lieu dans la région de Lviv, elles venaient aussi de Biélorussie. Donc ça n'est pas la première fois, simplement... Donc c'est un ennemi de l'Ukraine. Pardon ? C'est un ennemi de l'Ukraine. C'est un ennemi de l'Ukraine. Un raccourci. Alors, je parle sous le contrôle de madame, mais il semblerait qu'il y ait quand même une certaine connivence entre les gens qui manifestaient lors des élections de 2020 dans la rue et la population ukrainienne en termes d'aspiration et de valeurs, de recherche de valeurs. Ce qui me laisse penser que... l'armée de M. Loukachenko trouve son utilité d'abord et avant tout en Biélorussie pour maintenir l'ordre, entre guillemets, et que, considérant la qualité des armements et des militaires biélorusses, je ne suis pas sûr que ça apporte un plus déterminant dans la campagne actuelle en Ukraine. Il y a un mois. Pardon ? Il y a un mois, il y a eu des mouvements de troupes biélorusses, justement. Il y a aussi, me semble-t-il, Daria Petrenko, des soldats biélorusses qui sont allés se battre aussi aux côtés d'Ukrainiens. C'était pas aussi clair que ça, le soutien entier de la population biélorusse à son président. C'est pas le peuple biélorusse qui est un allié de Poutine, c'est Loukachenko qui est son allié parce qu'il est soutenu. Et le peuple biélorusse aurait pu renverser Loukachenko en 2020 si il n'avait été pas soutenu financièrement, etc., par Poutine. Et nous, avec des Biélorusses, on est beaucoup plus proches, surtout après le début de cette guerre. On se rapprochait très très fortement avec des Biélorusses. Ils craignent eux aussi l'impérialisme russe. Et eux, ils ont commencé à parler beaucoup plus souvent en leur langue natale. Et on s'entend très très bien avec des Biélorusses. Ce ne sont pas nos ennemis. C'est Loukachenko, un allié de Poutine, qui est notre ennemi. Je crois qu'il y a une très forte division entre ce que l'on appelle l'opposition biélorusse et le peuple biélorusse. Vous savez, le problème de l'opposition biélorusse, c'est qu'effectivement, elle est importante, elle était importante
au moment des élections de 2020, mais qu'il est en exil. Mais cette opposition, elle est peut-être représentative aussi d'une certaine partie de la population biélorusse. Le problème, honnêtement, en 2020, le problème de Loukachenko, c'est d'avoir truqué les élections pour rien. Parce que de toute façon, avec les campagnes biélorusses où il est très populaire, il aurait été élu. Mais il aurait été élu avec 55, 56. Comme il dans voulait une vraie être élection. élu avec 80, parce que la dernière fois, ça avait été 80 et qu'il voulait rééditer le même toujours les score. 30% qui font entre une élection normale et un dictateur, c'est amusant. Hein. Vous Oui. n'êtes pas d'accord, hein, Non, pas du tout. Je ne suis jamais d'accord avec Pierre Laurent. Et je ne sais pas, peut-être vous êtes recruté par la Russie pour non, madame, faire je ne suis pas recruté pour et je vous promouvoir. affirme que je n'ai rien à voir. Et par ailleurs, je vous serais reconnaissant de ne pas faire Mais des... vous répétez de la propagande qu'on entend Non, à pas la du tout. télé. J'essaye simplement Oui. d'apporter une voix un peu différente Une voix- face à des gens une comme voix- vous qui une voix. ne répercutent qu'une autre forme de propagande. Donc, vous êtes certainement très agréable et très gentil, mais Alors, on va peut-être éviter les règlements de compte comme ça sur ce plateau. Si on c'est a pas des moi choses qui ai à se dire. commencé. Hein. On a dit que si personne n'avait commencé, j'entends de la surtout que personne propagande, n'intervenait, mais Non, mais chacun peut être en opposition. Ce qui est On peut intéressant avec discuter Mme Petrenko, c'est sans qu'elle est s'investir, ukrainienne et en qu'elle général. peut nous donner le ressenti Mais de bien la entendu, population mais je n'ai sur jamais place. refusé de débattre avec les nombreuses Ukrainiennes qui viennent sur votre Quel est plateau, votre point de différence toutes d'ailleurs plus jolies sans- les unes que les autres d'ailleurs. À l'évidence, la controverse porte sur l'ampleur du soutien Tout à fait. véritable dont Loukachenko bénéficie dans les différents cercles de la société biélorusse. Ce qui est un marqueur, pour avoir beaucoup travaillé sur la trajectoire de despotes sous toutes les latitudes, c'est que précisément, le tyran, le dictateur, ne supporte pas d'être élu avec 52%. Parce que pour lui, c'est considéré comme un aveu de faiblesse. À partir du moment où il n'est pas l'incarnation, la déification du pouvoir pour tout le peuple, eh bien, c'est qu'il a renoncé en fait à son aura. Donc il lui faut au moins 90-90% de... Un point factuel qui est important de souligner, c'est que c'est passé inaperçu à l'époque, mais à la fin février, il y a eu un référendum. Il y a souvent des référendums bidons en Biélorussie, notre marqueur des dictatures, qui a permis de réformer la Constitution et doter un article, ou en tout cas la phrase d'un article, qui affirmait que la Biélorussie était une zone sans nucléaire, je cite. Donc c'était pour la préparation qui était évidemment ourdie en liaison avec Moscou, qui a abouti aujourd'hui à la faisabilité de l'installation d'armes nucléaires sur ce territoire. Personne sur ce plateau dit que Loukachenko est un grand démocrate. Tout le monde dit ici sur ce plateau, y compris Pierre Laurent, qu'il s'agit d'un despote et d'un dictateur. Je voudrais revenir quand même sur la Biélorussie. C'est là aussi, général, que Poutine a fait quelques tests de missiles, notamment ces hypersoniques. Donc, pour lui, la Biélorussie, c'est également un coin dans l'OTAN. C'est un coin aux portes de l'Europe. Oui, comme nous le disions précédemment, il veut montrer plusieurs choses. Il veut montrer que la Biélorussie, c'est la Russie, en fait. Et il veut montrer aussi aux Occidentaux que lui aussi a des alliés. Et que la Biélorussie est sans doute le meilleur dans la circonstance. Et donc, périodiquement, il y a une guerre de communication, on le dit, on le répète souvent, hein, qui fait qu'il rappelle cet événement-là, ce fait-là, mais attention, mais ça peut traduire un signe de faiblesse, comme vous le disiez tout à l'heure. Parce que pourquoi le fait-il maintenant, précisément? C'est parce qu'il doute. Avec un allié fantoche, quand même. Mais absolument, absolument. Et donc, c'est l'ami le plus fidèle, enfin peut-être l'ami le plus fidèle, mais c'est pas le meilleur des soutiens quand même. Il y a un signe, c'est qu'en réalité, quand vous reprenez la séquence depuis fin février, Loukachenko a beaucoup godillé. C'est-à-dire qu'il a d'abord affirmé son soutien indéfectible pour Moscou, puis ensuite il a affiché des réticences, ensuite il a menacé la Pologne en disant qu'un engagement de la Biélorussie pourrait être extrêmement douloureux pour Varsovie, mais parce que justement il est tiraillé entre ce qu'il sait, même si encore une fois le despote a pour principe d'être dans le déni de réalité, mais il sait très bien les réticences qui existent au sein de son propre peuple par rapport à un engagement. Puis encore une fois, le jeune de Minsk, il n'a pas nécessairement envie d'aller mourir pour les fantasmes soviéto-impériaux de Poutine. Donc c'est ça. C'est ce qui un explique. jeune russe, d'ailleurs, alors pour celles et ceux qui voudraient regarder une des sorties dont tout le monde a parlé de Loukachenko, je vous rappelle que c'est celui qui avait dit qu'on soignait le Covid en buvant de la vodka. L'extrait existe toujours, c'est pour vous donner un peu
Voilà, la mesure du personnage. Personnage fantoche, donc, mais qui aujourd'hui est un allié en ce qui concerne on va dire la dernière ligne droite de cette guerre dans l'esprit de Poutine, à savoir une offensive accrue. C'est-à-dire que oui, mais je crois que Poutine ne s'est pas gêné jusqu'à maintenant pour déployer des forces massivement. Souvenez-vous de la période pré-24 février, où on avait des reportages tous les jours sur ces forces qui se déployaient là-bas. Non, moi je voudrais ajouter qu'en plus, cette communication intervient maintenant après l'incident lituanien sur Kaliningrad. Vous voyez, donc c'est pour aussi, de la part de Poutine, dire vous avez des atouts, mais moi je peux aussi utiliser d'autres atouts. Vous voyez. Il y a une résistance sur le terrain. Vous parliez tout à l'heure des habitants de la Biélorussie, des Ukrainiens. Est-ce que les gens se parlent entre opposants? Est-ce qu'il y a des choses qui se disent? On se parle beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est intéressant parce qu'on comprend très très bien la langue biélorusse et eux, ils comprennent l'ukrainien. Et même s'ils parlent en leur langue natale, on se comprend très bien. Et nous, on a un ressenti... il y a un mouvement, mais c'est caché. Il y a un mouvement en Biélorussie contre Loukachenko, mais ils ne peuvent pas manifester directement, il ne peut pas sortir dans les rues pour protester, mais c'est un mouvement intérieur. Et ça gagne du terrain. On sent que si Loukachenko n'avait pas son copain, son frère, on l'appelle comme il veut Poutine, le pays pourrait être renversé. Ce qui pourrait d'ailleurs expliquer l'appel de Loukachenko à Poutine. Oui, tout à fait. S'ils n'étaient pas soutenus par Poutine, il n'aurait pas résister la résistance a été majeure en Biélorussie. Tout le pays est sorti. N'écoutez pas ce que Birlan. Ah ben, si, ici, on est sur un plateau. Parce qu'on garde des contacts. Est-ce que vous êtes en contact toujours avec des Biélorusses de la génération... De toute la génération, madame. Et on vous laisse la parole, mais pourquoi voulez-vous absolument que Pierre Laurent s'oppose forcément à ce que vous dites? Alors, en ce qui me parce qu'il disait il répète lors d'autres plateaux interventions, il répétait exactement ce que Poutine disait lors de la déclaration de guerre. Ça m'a choqué il y a un mois, parce que c'est avec ces propos-là, avec cette rhétorique... de vos amis, j'avais expliqué que la déclaration de guerre, enfin l'opération spéciale soi-disant, était une erreur et une catastrophe pour la Russie. Je l'avais dit ici même, sur ce plateau. Donc ne m'accusez pas de choses que je n'ai jamais dites. Alors, par ailleurs, nous ne sommes pas ni un tribunal. Ce qui est important, c'est que la situation est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. D'une part, on parlait d'un allié fantoche, mais tous les alliés de l'OTSC sont fantoches, parce que ce sont des petits pays issus de l'Union soviétique et qui n'ont pas de grands moyens ni de grandes armées. Par ailleurs, la situation à l'intérieur de la Biélorussie est particulièrement compliquée parce que l'opposition pro-européenne se trouve en exil, mais l'opposition pro-russe, et elle existe, elle est en prison. Et en particulier, le principal dirigeant de cette opposition, un ancien banquier très important, Babariko, se trouve en prison pour 14 années. Donc, on ne peut pas réellement dire que les choses soient aussi franches qu'on les annonce. Ce qui est important pour Loukachenko, c'est de continuer à exister aujourd'hui et surtout ne pas se faire renverser. Et surtout, ne pas se faire renverser par des proches de Moscou. Donc, il faut qu'il ait Est-ce que ça pourrait lui arriver ? Ah oui, bien sûr. Il faut qu'il ait à tout prix le soutien de Poutine. À propos de prison, il faut se souvenir quand même qu'entre mai 2020, donc au lendemain du scrutin mascarade évoqué tout à l'heure, et mai 2021, vous avez 37 000 arrestations en Biélorussie, et qu'aujourd'hui encore, à l'instant où l'on parle, d'après les Nations Unies, il y a toujours un bon millier de civils, de citoyens et citoyennes biélorusses qui sont en cabane pour cette raison. Et puis, pour sceller le sort de Loukachenko, je vais vous livrer simplement en 30 secondes la liste des pays qui lui ont adressé des messages de félicitations après sa réélection de 2020. Vous allez voir, la messe est dite, la Russie, bien sûr, la Chine, l'Iran, la Turquie, l'Égypte, Cuba et la Syrie. Voilà. Dites-moi qui sont vos amis et je vous dirai qui vous êtes.
Dans un voilà instant, qui est clair. nous reviendrons dans notre spécial Ukraine et nous retrouverons notamment Bastien Auger qui se trouve en Allemagne, en Bavière. Il a assisté au début de ce sommet du G7, vous savez, où les 7 puissances industrialisées sont unies face à la Russie. Volodymyr Zelensky s'est adressé à eux ce matin. Il a dit espérer que cette guerre se finisse à la fin de l'année si le G7 vient en appui, évidemment, grâce aux armes livrées. On en reparle dans un instant. Volodymyr Zelensky s'est adressé au G7 réunis en Bavière et il leur a parlé ce matin par visioconférence. Et devant les 7 puissances unies face à la Russie, eh bien, le président ukrainien a demandé davantage d'armes, plus rapidement. Bastien Auger, vous suivez ce sommet, vous êtes avec Juline Gardier. Qu'a-t-il demandé d'autre à ses homologues ? Eh bien, une fois encore, Volodymyr Zelensky a demandé de nouvelles sanctions, d'intensifier les sanctions contre la Russie. Il demande à ne pas baisser la pression sur Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky qui a également indiqué, c'est ce que l'on nous rapporte côté français, que ce n'était pas pour lui le temps de négocier, qu'il ne le ferait que quand il serait en position de force face à Vladimir Poutine. Et justement, puisque l'on parle de ces perspectives de fin de conflit, ce qu'il nous est raconté aussi, c'est que Volodymyr Zelensky a indiqué qu'il fallait selon lui tout faire pour que l'agression russe se termine avant la fin de l'année. Pourquoi cette échéance ? Eh bien parce que l'hiver risque d'être rude et de figer les positions sur le front, c'est ce que l'on nous explique. Et donc, Volodymyr Zelensky craint que cela profite à la Russie. Voilà donc aussi pourquoi il continue d'intensifier sa pression, de demander aux pays du G7 eh bien, d'aider le plus possible son pays. Merci à Juline Garnier qui vous accompagne, Bastien Auger. Vincent Hugeux, il y a, on le disait tout à l'heure, rien de triomphaliste dans les propos du président Zelensky. Il y a une véritable réalité des faits, que ce soit sur les négociations, je négocierai quand je serai en position de force. Les armes, j'en ai pas assez, il m'en faut plus. Et cette guerre, elle va s'enliser. Et si elle s'enlise, quelque part, on risque de la perdre. Depuis sa première adresse aux Occidentaux, et dans des termes parfois dramatisés, parfois plus prometteurs, il joue en permanence, Zelensky, sur le même triptyque, des armes, du soutien financier, des sanctions. Et en réalité, avec son habileté, héritée évidemment de son passé de comédien, de metteur en scène, avec la modernité de son propos, qui contraste de manière cruelle avec le côté anachronique, voire archaïque de la communication du Kremlin, il joue aussi sur une forme de culpabilisation. C'est-à-dire que derrière chaque remerciement, il y a un grief. Derrière chaque signe de reconnaissance, il y a un reproche. Et donc, en gros, son message, c'est « vous avez les moyens d'infléchir le cours de cette guerre. Si vous ne les déployez pas intensément, massivement aujourd'hui, l'hypothèse de la perdre, la guerre en question, pour moi aujourd'hui, pour vous demain, devient réaliste. » Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'il... Parce qu'il sent bien qu'il y a un moment là. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont vous prophétiser la fin de la guerre dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, je ne sais fichtre rien. En tout cas, d'ici la on fin a quand même le sentiment, le sentiment qu'il sait que les Russes, d'un côté, ont des moyens que l'Ukraine n'a pas, et que si ça dure, de toute façon, mathématiquement, tactiquement, sur le terrain et au niveau du moral, ça va changer. Mais il le sait parce qu'il voit, il a sans doute plus de sources de renseignements internes que nous, que à tel endroit, le verrou de Severodonetsk a sauté, que Lysychansk paraît quasiment indéfendable aujourd'hui, que le rapport de force entre le nombre de bouches à feu, de pièces d'artillerie côté russe, et ce qui parvient au compte-gouttes, certes moderne, certes performant, ne permet pas encore une fois d'infléchir et pas même à ce stade d'équilibrer le rapport de force. Donc on est depuis le début, depuis l'échec du blitzkrieg initial de Poutine, à la fois dans une course contre la montre et dans une guerre d'usure. Donc il a une conscience aiguë. Et puis, il a été aussi le témoin de dissensions au sein de son état-major, ou entre son exécutif et une partie
des acteurs de terrain, parce que au moment où lui disait il faut tenir à tout prix, grosso modo, Severodonetsk, d'autres, y compris au sein de ces gradés, disaient attention, on ne va pas se laisser piéger la crème de la crème de unités d'élite qui seront ensuite condamnées à l'anéantissement ou à la rébellion. Et d'ailleurs, je termine là-dessus rapidement, mais Mariupol, dans un premier temps, il dit on tiendra, il finit par dire nous avons besoin de nos héros vivants. Et là, dans des conditions peut-être acrobatiques, il y a exfiltration, retrait de plusieurs centaines de combattants d'élite. Pierre Laurin, le communiqué, en tout cas peut-être pas un communiqué, mais en tout cas on commence à savoir ce que le G7 exige de Vladimir Poutine, hein, puisqu'ils sont réunis en ce moment en Bavière. Donc ils exigent notamment que Poutine débloque les denrées agricoles, notamment les céréales d'Odessa. Ils exigent aussi que les prisonniers ne soient pas envoyés en territoire russe. À votre avis, qu'est-ce que ça pèse, cette union de ces 7 puissances industrialisées face à Poutine? Eh bien, l'union du G7, c'est toujours des unions de circonstances. C'est-à-dire que ce sont des pays qui sont ensemble momentanément et qui ensuite, dès qu'ils ne sont plus ensemble, eh bien, ils ont chacun une politique différente. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a un consensus sur le fait qu'il faut arrêter la guerre et empêcher Poutine de la gagner. Est-ce que ce consensus peut durer dans le temps? Est-ce que la volonté des uns ou des autres de pousser à des négociations ne sera pas plus forte? On a entendu dernièrement différents chefs d'État du G7 dire que finalement il fallait bien finir la guerre par des négociations. Évidemment, pour le président Zelensky, ça, ce n'est vraiment pas valable, ce n'est pas quelque chose qu'il est capable de soutenir, et il insiste aujourd'hui sur l'armement et bien entendu les sanctions pour pousser la Russie à céder. Le problème, c'est que les sanctions ne poussent pas la Russie à céder. Et d'autre part, l'armement, ce qu'il faut à l'armée ukrainienne, ce ne sont pas des armements ultramodernes qui seront en quantité limitée. Ce qu'il lui faut, c'est des munitions pour la quantité considérable d'armement de l'époque soviétique dont elle dispose, en particulier des pièces d'artillerie par milliers, mais qui n'ont plus de munitions. Or, à part les Russes, qui a ces munitions aujourd'hui sur le terrain? Un peu la Roumanie, un peu la Pologne, un peu la Bulgarie. Le problème, c'est que ces pays eux-mêmes ont des armements de cette époque qui n'ont pas encore été remplacés. Donc, ils ne veulent pas se priver forcément de ces munitions. Le général Perruche dit que ce sont des queues oui, de stock. ce sont des queues de stock, parce que ces pays-là, maintenant, tous les pays membres de l'OTAN se sont tournés vers des armements, ou se tournent de plus en plus vers des armements d'origine occidentale. Donc, la fabrication de munitions, elle s'est arrêtée dans la plupart des pays anciens d'Europe orientale et qui étaient équipés, anciens du pacte de Varsovie. Et donc, l'apport qu'on peut faire en munitions du calibre 152, je rappelle que ce n'est pas le même calibre, par exemple, dans l'artillerie, que les Occidentaux. Les Occidentaux tirent du 155, les Soviétiques, puis les Russes, et les pays qui étaient dotés tirent du 152 mm. Donc, il n'y a pas d'interopérabilité des munitions. Hein, ça, c'est très important. Et donc, on ne peut tirer... Alors, les Russes, évidemment, ont des stocks incommensurables qu'ils avaient fait à l'époque de l'Union soviétique. Les autres pays, quand ils ont quitté l'orbite du pacte de Varsovie, ont continué à vivre avec ce qu'ils avaient, mais en se tournant de plus en plus... C'est-à-dire que vu la menace, il faut que nous, Occidentaux ou Américains, remplaçons leur stock avant qu'ils puissent en donner aux Ukrainiens. Alors, c'est là le problème. C'est tout le problème. Quelle est notre capacité de fournir la quantité de nouveaux systèmes d'armes performants et des munitions pour pouvoir contrer le flot massif de moyens, notamment d'artillerie russe, mais qui sont d'ancienne génération, mais eux qui ne sont pas limités en coups de canon et en munitions. Et c'est ça le dilemme. Daria Petrenko, vous comprenez, je dis vous, sur ce plateau, vous, Ukrainiens, votre famille, qui, vous nous l'avez expliqué, se trouve sur la ligne de front. Ces difficultés aujourd'hui. Vous avez besoin d'armes, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de médicaments, vous avez besoin de munitions, mais il y a la réalité qui font que les pays vers lesquels vous vous trouvez et vous vous tournez ne peuvent pas vous donner ce que vous voulez quand vous voulez, ou assez en tout cas. C'est compliqué. C'est compliqué, mais ce qu'il nous faut, c'est de l'armement lourd, des systèmes MLRS, HIMARS.
c'est ce dont on parle sur... Mais l'Europe n'en a pas ou n'en a plus à vous donner. C'est un peu pas ça le problème. On a peu, surtout. Très peu. Et le G7 qui dit on est prêt à soutenir l'Ukraine jusqu'au bout, vous dites quoi? Ce sont de belles paroles, mais dans le même temps, on a reçu à peine 15% des armes. Donc il faut accélérer. Bien sûr, il faut accélérer. Il fallait, en effet, à partir de 2014, il fallait accélérer. Il fallait arrêter de négocier avec Poutine, de lui serrer la main. Il fallait commencer à se distancier de la Russie dans un moment où M. Poutine a commencé la guerre en 2014. Et cette culpabilisation de Zelensky se justifiait parce que nous, on vit la guerre depuis 8 ans, mais l'Europe a continué d'acheter du gaz, de vendre l'armement aussi à la Russie. Et cette faute qu'on impute à l'Europe, c'est justifié. Et nous, le peuple ukrainien, on est un petit peu déçus dès le début de cette guerre par l'ampleur de soutien, par l'ampleur de livraison d'armes aussi. Je crois, si je peux me permettre, que le meilleur moyen d'arrêter la guerre en 2015, c'était d'appliquer les accords de Minsk. Or, les accords de Minsk n'ont pas été appliqués. Par aucune des deux parties. Oui, si vous lisez attentivement les accords de Minsk, les négociations avec Lugansk et Donetsk étaient prévues, le fait que la constitution devait changer était prévu, le fait que la frontière devait être libérée et donnée à l'armée ukrainienne était prévu, mais à condition que la constitution soit changée. C'est-à-dire qu'en 2015, il y a eu une grande confusion sur ce qui devait être réellement fait, mais en tout cas, aucune de ces 3 points qui étaient essentiels n'a été... Mais il se dit quand même, alors je ne sais pas si je l'invente, mais il se dit quand même que Poutine n'en voulait pas, ne voulait surtout pas négocier ou tracter avec Zelensky, et qu'à l'inverse... Non, mais attendez, il a tracté avec Zelensky, Poutine, au début, en 2019, lorsque Zelensky a été élu sur un programme de paix, il y a eu la relance du format Normandie, il y a eu des échanges de prisonniers, il y a eu des tentatives de cessez-le-feu qui, à chaque fois, ont échoué. Il y a eu des retraits partiels des armes lourdes de part et d'autre de la ligne qui, ensuite, ont été abandonnés. Mais en fait, on ne comprend pas pourquoi, à partir de 2020, l'Ukraine a interrompu, et c'est l'Ukraine qui a interrompu ces négociations. Il y a une vraie disjonction de perspectives. On peut se perdre dans les arguties juridiques de tel texte, de telle modalité, etc. Mais si l'on ne revient pas aux textes fondateurs, les écrits, les interviews de Poutine, et qu'on n'inscrit pas ça, le détail, dans la généralité, qui est un projet assumé de nature impérialiste par rapport à l'Ukraine, à qui il dénie tout droit à l'existence, qui considère que c'est une anomalie historique et une pure fiction. Mais il a dit l'Ukraine n'existait pas. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, vous pouvez convoquer des bataillons de juristes qui vont pinailler sur l'alinéa 4 de l'article 12. Le vrai problème, c'est que à Minsk, et justement parce que cette question est très controversée, j'ai lu une étude de 2 universitaires extrêmement approfondie sur l'accord de Minsk qui montre qu'effectivement, formellement, Poutine faisait en sorte d'apparaître comme celui qui respectait, mais qu'en réalité, il n'a jamais eu la moindre intention de le respecter. La question véritable, c'est que pendant 8 ans, Poutine a insisté sur le fait que le Donbass devait rester ukrainien avec une large autonomie, pendant 8 ans, et que ce n'est que de guerre lasse là qu'effectivement... Non, là, je suis en désaccord. Non, mais nous sommes en désaccord sur cela. Pas de problème. Lisez Poutine dans le texte. Mais je n'arrête pas de le faire, mais je lis également les Occidentaux. Vous savez, lorsque le président Hollande et la chancelière Merkel insistaient auprès de l'Ukraine pour le respect des accords de Minsk, ce n'étaient pas des paroles en l'air. Simplement... Poroshenko, à l'époque, avait un allié majeur qui était
les États-Unis et ils ne voulaient pas céder. C'était avant l'élection de Trump. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que ce ne sont pas les Ukrainiens qui ont envahi non, bien sûr, la Russie. C'est la Russie et Poutine qui a envahi l'Ukraine. Et en plus, je dirais qu'avant 2014, l'irrédentisme des républiques autoproclamées, de certains d'entre eux, la cause, elle est à Moscou. Ça n'a pas jailli comme ça d'un seul coup. Pourquoi c'est arrivé là? C'est parce que ça faisait suite aux affaires de Crimée. Et les petits hommes verts, ils venaient aussi de Moscou. Donc il faut, je crois qu'il faut raison garder. Moi, je suis assez sur la ligne de Vincent. Quant aux déclarations de M. Poutine, on l'a bien compris que vos avis étaient très divergents. On ne va pas refaire l'historique des accords de Minsk. On a bien compris que vous n'étiez pas d'accord sur qui avait rompu en premier ces accords. En tout cas, il y a la population qui souffre au milieu de tout cela. On vous a beaucoup parlé de Mariupol, la ville martyre de la mer d'Azov. Les combats ont cessé. Les Russes contrôlent désormais le secteur. Nos équipes sont retournées sur place. Vous allez voir que les habitants qui ont survécu tentent de retrouver un semblant de vie normale. Regardez le reportage de Jérôme Garraud, Michael Merle et Léna Dabak. Daria Petrenko, Mariupol a finalement été... est tombé sous contrôle des Russes. On voit que les Ukrainiens tentent quand bien que mal de retrouver une vie normale. Il va falloir vivre dans cette sorte de cohabitation avec l'occupant sur place. Voilà le résultat de l'arrivée de Poutine qu'on vient de voir. Mariupol était une belle ville qui vivait la vie normale. Pareil pour Donetsk, Luhansk, je vous ai dit qu'une partie de ma famille, ils sont de Donetsk. Ils ont dû quitter leur ville et ils l'ont retrouvée totalement détruite et contrôlée par des brigades de racailles. Et ces accords de Minsk, le peuple ukrainien, il ne l'en voulait pas. Il ne voulait pas l'arrivée de Poutine même. Ce qui est assez incroyable dans ce reportage, alors bien sûr un reportage à Mariupol, on vous le dit souvent, c'est sous contrôle des forces d'occupation, c'est-à-dire des troupes russes. Justement, Vincent Hugeux, vous connaissez bien ce travail sur le terrain. Ce qui est incroyable dans ce travail de nos équipes sur place, c'est qu'à aucun moment on voit apparaître des Russes. Comme si, alors on sait qu'ils contrôlent la ville, ils contrôlent le port également, mais voilà, on n'est pas là, regardez, la vie reprend. D'abord, Christophe, comme vous l'avez souligné, là, on n'évolue pas en terrain libre. On est soumis, qu'il s'agisse des endroits où l'on se rend, qu'il s'agisse des interlocuteurs auxquels on s'adresse, on est soumis, évidemment, au feu vert de nos guides. Alors, on peut essayer de s'échapper la nuit, chose que j'ai faite dans le passé, etc., d'essayer de retrouver dans un parc, dans une église, etc. Mais ce qui est projeté là, c'est effectivement une vérité qui, en plus, s'appuie sur le fait que vous trouvez toujours des locaux qui, soit parce qu'ils sont eux-mêmes pro-russes, soyons clairs, dans l'est du pays, soit parce qu'ils ont intérêt, soit parce qu'ils sont mus par la peur, vont jouer un rôle de supplétifs et de collaborateurs. C'est-à-dire eux qui sont visés aujourd'hui dans l'oblast de Kherson, par exemple, par des actes de résistance qui relèvent de la guérilla partisane ou des maquis que l'on a bien connus dans les années 40 en France. Donc voilà. Mais moi, ce qui me frappe le plus dans ce reportage, c'est notamment le début. Des champs qui sont devenus des cimetières à ciel ouvert. Des gens qui avaient l'eau courante, l'électricité, qui doivent aller puiser une eau saumâtre, etc. Poutine a fait reculer cette partie de la terre slave dont il prétend être le héros, le défenseur inimitable de 3 siècles. Alors, quand on m'explique après qu'il faut aller voir les accords de Minsk, non, moi ce que je vois simplement, c'est que celui qui prétend voler au secours de peuples slaves en péril, massacre, réduit à l'état de ruine des villes magnifiques, et le fait avec le soutien de supplétifs tchétchènes, syriens, va chercher des pauvres bourriates et dagestanais qui n'ont rien demandé en promettant des contrats souvent fallacieux, etc., pour les précipiter dans une guerre à laquelle ils ne comprennent rien. Alors c'est pour ça que quand on me parle des accords de Minsk, franchement... je soupire. Pour empêcher cela, il suffisait de les respecter. Mais bien sûr. M. Poroshenko les a signés. Il les a signés. Moi, je crois qu'avec Vladimir Poutine, on a appris qu'il ne faut pas se fier à ce qu'il dit, mais à ce qu'il fait.
C'est ça qui compte, puisque en plusieurs reprises, on a constaté qu'il nous racontait des contre-vérités, pour dire le moins. Donc il faut regarder ce qu'il fait. Et c'est à partir de là qu'on apprécie le rapport de force et certainement le coup d'après qu'il va préparer. Alors que se passe-t-il sur le terrain d'un point de vue militaire? L'armée ukrainienne est en difficulté dans le Donbass. Les troupes de Moscou ont réalisé des avancées dans le week-end, et notamment leur apogée en pénétrant dans la ville de Lysychansk, qui est la ville voisine de Severodonetsk. Oui, c'est bien le signe que leur avancée dans la zone se poursuit. Après la prise complète de Severodonetsk, c'était leur objectif prioritaire ces dernières semaines, prise confirmée samedi par les autorités ukrainiennes elles-mêmes. En fait, dès vendredi, l'armée ukrainienne avait reçu l'ordre de se retirer de Severodonetsk pour mieux défendre la ville voisine de Lysychansk. Oui, parce que Severodonetsk et Lysychansk, ce sont des villes jumelles, séparées tout juste par une rivière, la Donets, mais coupées l'une de l'autre. Pourquoi? Parce que les ponts qui les relient autrefois ont été endommagés par les bombardements. Les Ukrainiens, en se repliant, ont donc emprunté des canaux pneumatiques, oui, mais les Russes ont quand même réussi à les suivre, sans qu'on sache exactement à ce stade comment, est-ce par les eaux aussi, ou en contournant par la terre. En tout cas, ils ont fait savoir que des combats de rue se déroulaient désormais aussi à Lysychansk. Alors, où exactement? Eh bien, notamment du côté de l'usine de gélatine de la ville. C'est à l'extrême sud de la ville, légèrement en dehors, à l'extrême sud. Cette usine, elle a été bombardée. Les forces russes seraient aussi présentes dans la banlieue sud-est, Bilaora, et nord-ouest, Privilia. Ce qui est sûr, c'est que s'ils parviennent à prendre le contrôle de ce bastion, Severodonetsk et Lysychansk, ils auront le pouvoir sur cette oblast de Lugansk, et ils pourront se concentrer sur l'autre oblast, l'oblast de Donetsk, et notamment sur ces deux villes, vous voyez, Sloviansk et Kramatorsk, définies il y a longtemps comme des cibles jamais atteintes encore à ce stade. Merci beaucoup Laura Pouget. On reste sur le terrain. Regardez cette séquence inédite que nous vous diffusons. Sur ces images, vous y voyez Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense russe. Il est quelque part en Ukraine, sans qu'on ait d'autres précisions, pour un passage en revue des troupes. Mais surtout, c'est un déplacement important car c'est un acte de réorganisation militaire en Ukraine au plus haut niveau, avec notamment le limogeage à partouche de celui que l'on appelait le boucher de Syrie. Et visiblement, Poutine n'est pas content de son boucher. Non, effectivement. Alors, on utilise encore le conditionnel concernant ce limogeage parce qu'on attend des confirmations ministérielles. Mais pour l'instant, toutes les sources vont dans ce sens. Effectivement, le général Dvornikov, son nom dit forcément quelque chose, c'est le boucher d'Alep. Vous allez voir son visage, voilà. C'est cet homme-là qui aurait donc été limogé. Il était à la base commandant en chef des forces russes en Ukraine. C'est le plus haut poste qui soit. C'est vraiment celui qui chapeaute en fait les forces russes en Ukraine. Et cet homme-là, qui était nommé à la base pour redonner un peu d'organisation dans ce qui semblait être totalement désorganisé au début de la guerre, eh bien, il aurait totalement disparu de la circulation depuis plusieurs semaines, plus de son, plus d'images. Et dans le même temps, eh bien, il y a un autre homme qui a fait son apparition. C'est Gennady Zitko. C'est cet homme-là, vous allez le voir, je vous l'ai entouré en rouge, voilà, qui est juste à côté du ministre de la Défense russe. C'est cet homme qui aurait donc remplacé le général Dvornikov. Quand on le voit, il est assis juste à côté du ministre de la Défense. Donc, vu sa place prépondérante, ça nous laisse quand même imaginer son grade dans la hiérarchie. C'est donc ce colonel-là de 56 ans qui aurait été nommé le 21 juin. Enfin, en tout cas, c'est le 21 juin que l'éviction de Dvornikov a été acté, ce qui veut dire que Dvornikov, à peine nommé, parce que je vous rappelle qu'il a été nommé quand même début avril, aurait déjà été écarté. Il est accusé, entre autres, de boire trop sur le terrain, d'avoir perdu la confiance de ses hommes, de ne pas avoir ramené suffisamment de victoires à Vladimir Poutine, alors qu'il était censé justement nommer pour mettre de l'ordre, finalement, mais c'est sa lenteur qui est pointée du doigt aujourd'hui. Alors si cette information se confirme, a priori, elle devrait l'être, ça indiquerait quand même une crise majeure dans les directions de l'armée, puisque quand on opère des changements aussi importants en si peu de temps, ça en dit long quand même sur la manière dont le Kremlin gère cette guerre, sachant qu'en plus, ce ne sont pas les seuls bouleversements dans la hiérarchie. Ça serait a priori, selon le ministère britannique, le 7e depuis le début du mois de juin. Le 7e depuis juin, Général Perruche, ça donne une impression de grand bazar dans la hiérarchie militaire russe. De grand bazar, je n'irai pas jusque-là, mais je dirais de fébrilité. Oui. Et ça confirme que le général Dvornikov n'a pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés par le président Poutine, et que
que le coût efficacité de son action a été jugé négativement par le Kremlin. Donc on le remplace par quelqu'un dont on attend qu'il fasse mieux que lui. Mais on trouve ça dans toutes les guerres et dans toutes les situations. Justement, si on fait un parallèle avec un certain Adolf Hitler, et à la fin de son règne, il y a eu une sacrée valse des généraux, et on peut dire que sur le terrain, ça a mis une sacrée pagaille, et c'est ce qui a parfois permis aux forces alliées de récupérer de grandes victoires sur le terrain. C'est un signe de faiblesse également pour Poutine. On ne peut pas changer à ce poste-là de généraux impunément, ça doit laisser des traces. Alors certainement, alors ça peut révéler deux choses. C'est la relation qui existe entre les généraux et Vladimir Poutine, et ça peut aussi révéler une forme peut-être de compétition qui existe entre les généraux russes eux-mêmes. On sait que entre ceux qui ont le potentiel d'être des commandeurs, il y a souvent un peu des rivalités ou des différences de point de vue sur des tactiques, etc. Donc les deux choses peuvent jouer, si vous voulez, et conduire à un moment donné le chef politique, en l'occurrence le président russe, à prendre une décision telle que celle-ci. Mais ça se produit, comme vous le disiez, pratiquement dans toutes les guerres, quand un général n'atteint pas ses objectifs. On n'est pas loin de l'ère soviétique, Vincent. Oui, ça me rappelle une phrase du dramaturge allemand Bertolt Brecht qui, un jour, ironisant sur la tyrannie, disait « Puisque le parti et le peuple ne sont plus d'accord, il nous reste à dissoudre le peuple. » Eh bien, vous pouvez absolument appliquer cet axiome. Puisque le patron suprême et l'état-major ne sont pas d'accord, il nous reste à dissoudre l'état-major. Pierre Laurin, ça donne un sentiment de fébrilité, selon vous? C'est ce qui se passe? C'est très difficile à dire. D'une part, il faut d'abord que l'information soit réellement confirmée. Il faut savoir quelles sont les sources. Et ensuite, Dvornikov était chargé principalement de gagner la bataille de Mariupol. Visiblement, c'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'on est passé à une autre phase de la guerre dont les compétences de Jitko sont plus importantes? On n'en sait strictement rien. Là, on est en train de spéculer sur des annonces qui ne sont pas encore confirmées. Ce que l'on sait, c'est que la mission assignée à Dvornikov n'était pas seulement de remporter la bataille de Mariupol, mais de coordonner ce qui ne l'était pas dans l'ensemble des mouvements militaires russes depuis le début de la campagne. Et qu'à chaque fois qu'il y a eu un changement sur le Donbass. Oui, mais général, à chaque fois qu'il y a eu un changement dans cette guerre de généraux à la tête des forces ou de la vision stratégique russe, c'est qu'il y a toujours eu des défaites ou des manquements. Oui, personnellement, ça n'a jamais été le fruit du hasard. Je me refuse à croire qu'on puisse changer de généralissime, c'est comme ça qu'on appelle le général en chef, Foch à la fin de la Première Guerre mondiale, sur un théâtre comme ça, à chaque fois qu'on prend une nouvelle ville. Enfin, j'ai jamais vu ça. Donc, je ne crois pas que la mission de ce général était uniquement limitée à la prise de Mariupol. C'est impossible. Militairement, ça n'a pas de sens. Avec en plus le déplacement pour l'annonce. En plus. Non pas d'un militaire, mais d'un proche de Poutine quand même. La défense n'a jamais porté les armes. Oui. Alors, face à Vladimir Poutine, le G7 montre un visage uni. En Bavière, il s'est réuni. Emmanuel Macron y est. Bastien Auger, notre envoyé spécial, le suit. Volodymyr Zelensky est apparu devant ce sommet. Voici ce qu'il a dit à ses homologues.